Bien le bonjour. Bonjour à vous qui nous suivez directement via le web. Vous êtes les bienvenus. On va revenir à vous un peu plus tard. Bonjour aussi aux gens présents ici dans la salle. Donc, je vous souhaite la bienvenue au nom des organisateurs de cette rencontre, soit le RESDAC, le Réseau pour le développement de l'alphabétisation et des compétences, et le Centre de documentation sur l'éducation des adultes et la condition féminine. Donc, la bienvenue à cet événement préparatoire à Mobilisation Franco, un événement qui va avoir lieu demain. Et nous tenons d'ailleurs à remercier le Centre de la francophonie des Amériques et la FCFA, donc la Fédération des communautés francophones et acadiennes, de nous avoir fait une place dans leur événement. Donc, la bienvenue, je le disais, aux gens qui nous écoutent via le web. Je sais que vous êtes nombreux à travers le pays, à ce qu'on m'a dit, même à l'extérieur, donc à travers les Amériques. Contente de vous savoir intéressés par le fait francophone ici et justement l'apprentissage et tout ce qu'on peut aller développer dans ces notions-là ici au pays, en souhaitant que ça puisse vous être utile aussi dans votre coin du monde. Je m'appelle Diane Martin, je suis animatrice, facilitatrice de rencontres de grands groupes et également intervieweuse. Et je me joins à l'événement ici avec grand plaisir puisque j'aurai l'occasion d'animer Mobilisation Franco demain. Donc, c'est un grand plaisir pour moi de me joindre à cette discussion aujourd'hui, une thématique pour laquelle nous comptons sur la participation des gens dans la salle. Il y aura une période de questions à la fin du premier et du deuxième panel et il y aura aussi une période de questions à la fin acheminée à vous aussi, les gens qui nous écoutent sur le web, vous pourrez nous relayer vos questions. Donc, cette rencontre nous est rendue possible justement grâce à la place qu'on nous fait. Alors, avant d'aller plus loin, puisque nous sommes à la veille de la très attendue deuxième édition de Mobilisation Franco, j'invite Sylvain Lavoie, qui est PDG du Centre de la francophonie des Amériques, et Alain Dupuis, directeur général de la FCFA, à venir nous faire leur mot de bienvenue. On vous cède le micro. Alors, bonjour, bonjour chers amis, bonjour les gens, bien sûr, qui se joignent à nous en virtuel. Merci d'être là. Le Centre de la francophonie des Amériques est bien heureux de collaborer avec l'équipe du RESDAC en collaboration avec la FCFA pour présenter l'activité de cet après-midi qui se tient, comme Diane l'a mentionné, en marge de la deuxième édition de Mobilisation Franco. Mobilisation Franco, eh bien, ça se veut un moment de rencontre entre les organismes du Québec et ceux des autres provinces et territoires du Canada pour mieux se connaître entre francophones, pour développer un réseau d'échange d'expertise et de bonnes pratiques et d'échanger, bien sûr, sur des enjeux communs. Le développement des compétences et de l'utilisation de nouvelles technologies fait partie de ces enjeux que la francophonie partage. Collectivement, nous devons prendre part à ces réflexions et nous engager à créer un climat favorable pour l'épanouissement de la langue française et de la prospérité, bien sûr, des collectivités francophones du Québec, du Canada et des Amériques. Nous croyons qu'il s'agit d'un sujet important et c'est pour cette raison que le Centre s'associe à cette initiative pour la captation et la diffusion. Rejoindre et permettre la création de liens entre les francophones et les francophiles au Canada et dans les Amériques font partie de notre ADN au Centre. Je suis très heureux de constater que plus de 150 personnes situées notamment au Canada, aux États-Unis, au Mexique, au Brésil et en Argentine se joignent et se sont inscrites aujourd'hui pour l'occasion. Merci, bien sûr, d'être avec nous aujourd'hui. Sur ce, je remercie chaleureusement toute l'équipe du RESDAC d'avoir proposé cette initiative, particulièrement sa direction générale, Denis Desgagnés. Et bien sûr, à tous et à toutes, je vous souhaite un excellent panel, d'excellentes discussions et une belle journée. Alors, bonjour tout le monde. Alain Dupuis de la FCFA. Notre réseau, c'est le réseau pan-canadien des organismes et des institutions de la francophonie canadienne. Ce sont 2,8 millions de personnes qui parlent français à travers le pays, à l'extérieur du Québec. Et je pense que c'est toujours important de se donner des occasions comme celle-ci, Mobilisation Franco, pour amener les acteurs de partout au pays et des Amériques ensemble pour se dire comment on imagine l'avenir en français ensemble. Et donc, cet après-midi, j'ai très hâte à cette discussion avec le RESDAC parce que la discussion qu'on va avoir va tourner autour des compétences pour réussir. Et je pense que la réflexion qu'on veut entamer avec vous, c'est est-ce que, en tant que francophone, il nous faut des compétences supplémentaires ou adaptées à certaines réalités pour bâtir une résilience, une fierté,
un leadership au sein de nos communautés pour s'assurer que cette langue française-là, on ne fait non seulement la transmettre à la prochaine génération, mais on leur donne les outils nécessaires pour réussir en tant que francophone, pour résister jusqu'à un certain point, mais aussi pour assumer pleinement leur francophonie et leur fierté dans leur vie de tous les jours. Alors, je vous souhaite une bonne réflexion et au plaisir de poursuivre jusqu'à demain la discussion avec vous. Merci. Merci beaucoup. Merci. Alors, justement, le thème de notre rencontre aujourd'hui, c'est de travailler ensemble pour le développement des compétences tout au long de la vie. Parce que c'est ça, hein, l'apprentissage, maintenant, c'est comme ça. Dorénavant, c'est tout au long de la vie. Ça ne s'arrête pas à la fin, au début de la vingtaine ou à la mi-vingtaine ou au début de trentaine, c'est toute notre vie. Et ça concerne bien plus que les seules institutions éducatives dorénavant. Et la notion de compétence dans tout ça, elle a vraiment beaucoup, beaucoup de poids. Alors, M. Dupuis l'a évoqué, hein, il existe présentement une multitude de modèles de compétences qui sont mises d'avant par les gouvernements, les différents acteurs du continuum, mais ils sont actuellement développés par la majorité linguistique. Alors, ça pourrait aussi donc être adapté à la francophonie canadienne en situation minoritaire. Alors, on va vraiment aller creuser dans cette question-là au cours de notre premier panel. Ensuite, avec notre deuxième panel, nous verrons comment, toujours en contexte minoritaire, souvent isolé ou encore éloigné, il faut le dire, comment donc les technologies numériques d'information et de communication pourraient mieux servir le développement des compétences. Mais juste avant d'amorcer avec notre premier panel, prenons le temps de brièvement mettre la table, mettre le contexte de la rencontre d'aujourd'hui. Et pour ce faire, j'invite Denis Desgagnés, qui est directeur général du RESDAC, et Isabelle Coutan, agente de développement et de liaison en éducation des adultes du Centre de documentation sur l'éducation des adultes et la condition féminine. Et ben voilà. Alors, je vous invite à prendre la parole. D'abord, Denis, pourquoi 2 panels aujourd'hui? 2 panels aujourd'hui. Bonjour. Ça fait plaisir d'être ici. Merci d'être là. 2 panels aujourd'hui parce que je pense que ça a été bien présenté par Sylvain et Alain. Nous sommes en la francophonie canadienne en train de réfléchir avec la table nationale en éducation. On a créé un comité de travail. Il y a tellement de cadres de compétences, compétences 21e siècle, compétences globales, bon, etc. Je ne les nommerai pas. Donc, comment adapter ça en francophonie canadienne? C'est un peu la question qu'on s'est posée à la table et puis on l'a amené ici parce qu'on va faire des partenariats demain. Et on s'est dit, prenons le temps de s'apprivoiser, de se connaître, de mieux se connaître. Et puis demain, on prépare vraiment demain. Vraiment, déjà, on s'est connus beaucoup plus. Et je pense qu'à partir d'une table avec des gens d'expérience dans les compétences, on va en savoir plus, puis ça va bien préparer. Puis comme on va travailler à distance, c'est important de parler aussi d'outils d'éducation à distance, particulièrement après avoir vécu cette pandémie. Donc, voilà. Merci, Denis. Et puis, Isabelle, je vais vous inviter à vous avancer vers la caméra. Votre organisme est à Montréal et vous êtes partenaire du RESDAC qui est basé à Ottawa dans cette initiative. Donc, on a un bel exemple ici de partenariat Québec, à l'extérieur du Québec. Alors, comment vous voyez-vous l'avenir du partenariat du point de vue d'un organisme du Québec? Pour le CEDAF, en fait, le partenariat, c'est l'opportunité de faire rayonner notre expertise en développement des capacités des formatrices, des formateurs et des organisations qui travaillent pour l'alphabétisation en français, parce que c'est ça qu'on fait au Québec. On a déjà adapté pour le Québec les compétences donc, développées par la majorité linguistique. On a travaillé là-dessus au Québec pour l'adapter. Il faut penser davantage à l'adaptation pour les communautés francophones en situation minoritaire. C'est des réflexions qu'on a déjà commencées et qu'il faut poursuivre. Et je pense que comme on s'intéresse aussi beaucoup à la fracture numérique et à tout ce qui est justice numérique, le partenariat va aussi beaucoup gagner sur ces questions-là. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vais reprendre votre micro. Je vous remercie beaucoup pour avoir rendu possible cette rencontre aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, nous allons avoir l'occasion de nous entretenir avec nos 4 panélistes que j'invite à venir sur la scène à l'appel de leur nom. Donc, premier panel portant sur le développement des compétences. J'ai le plaisir de vous présenter Daniel Barry, directeur général de l'ICA, l'Institut de coopération pour l'éducation des adultes, et président du Conseil des gouverneurs de l'Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie. Dora Gdoura, qui est directrice adjointe au Centre de transition de carrière pour adultes au Collège La Cité à Ottawa.
Marie Amiotte, présidente directrice générale et cofondatrice à la Factry, une école des sciences de la créativité à Montréal. Et enfin, Donald Lurette, expert en andragogie, donc l'apprentissage chez l'adulte. Je vous invite à accueillir par vos applaudissements nos 4 panélistes. Bonjour. Alors, je vous invite à vous équiper de votre micro qui était sur le siège. Voilà, vous êtes tous équipés, on va bien vous entendre. Donc, merci de vous prêter à la discussion. On s'est entendu avant le début que c'est un sujet qui aurait pu prendre beaucoup plus qu'1 heure, mais on n'a seulement qu'1 heure. Donc, je vais vous poser des questions. Je vais vous inviter à être concis dans vos réponses dans la mesure du possible. La première question va être très simple, mais en même temps complexe à la fois, parce qu'on parle de l'apprentissage, on parle des compétences, mais encore, qu'est-ce qu'on entend par ça? On va donc s'arrêter à ce mot de compétence. On parle d'acquisition de savoir, le savoir, savoir-être, savoir-faire. Il faut aussi considérer le contexte d'apprentissage, le formel, l'informel, le non-formel. Pourriez-vous nous aider à nous démêler dans tout ça, à débroussailler tout ça? Donc, dans ce contexte, comment vous définiriez les compétences? Puis je vais commencer avec Daniel qui est à l'autre. C'est une grande question importante. Moi, je dirais, pour moi, simplement une compétence, c'est la capacité réelle de faire quelque chose. Je peux savoir sur le logiciel Word que telle chose est possible, etc. J'ai une connaissance. Est-ce que je suis capable d'utiliser la fonction? Est-ce que je suis compétent? L'exemple que j'ai entendu une fois que je trouvais qui était très parlante, c'est je pourrais prendre un cours de pilote d'avion, avoir 100 sur tous les tests théoriques, avoir 100 sur tous les tests de simulateur. Un jour, je suis pilote, les 2 moteurs cessent de fonctionner, je dois faire atterrir l'avion en vol plané sur la rivière Hudson, cas qui est arrivé réellement. Donc, on a eu un pilote compétent. Et je rajouterais comme dernier élément que, heureusement ou malheureusement, la compétence, on sait après coup qu'on la possède. Parce qu'on a livré la marchandise dans une situation, on a été compétent. On est connaissant jusqu'à temps qu'on ait la connaissance qu'on est compétent. Et c'est là que la capacité réelle de faire quelque chose, on le sait toujours après coup. On ne le sait pas avant. On peut se préparer, on peut faire nos devoirs, mais quand on vivra une situation, on saura si on est compétent ou non. Donc, vraiment une distinction entre connaissances et compétences. Mais Dora Goudoura, de votre côté. Alors, je pense que lorsqu'on parle de... Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui. Lorsqu'on parle de connaissances, on parle de compétences, pardon, on parle de 2 ressources. Il y a des ressources au niveau individuel, tout ce que je connais, mon savoir-être, mon savoir-faire, etc. Et la deuxième ressource, c'est essentiellement tout ce qui m'entoure ou tout ce qui entoure cela, comme les professeurs ou bien les appuis d'apprentissage, etc. Et la compétence, c'est de nous assurer que ce que j'ai comme connaissance, comme savoir-être, comme savoir-faire, je peux l'appréhender ou bien je peux l'intégrer dans ce que je dois démontrer d'une façon compétente. Marie Amiotte, avant de vous entendre, je voudrais quand même spécifier qu'à la Factry, vous avez développé le programme Canada Créatif pour le développement des compétences pour les nouveaux arrivants. Donc, c'est quand même important de le souligner. Quand on parle de contexte particulier, de minorité, tout ça, là, un nouvel arrivant est dans sa propre minorité sociale, finalement. Là. Alors, comment vous abordez la compétence de votre côté? On peut revenir au programme, mais peut-être en ligne avec ce que mes collègues ont dit. Je suis tout à fait d'accord. Une compétence, une capacité à agir. Alors, pour moi, la réponse courte, c'est celle-là. Elle vient d'où? Bien, elle vient d'une histoire, soit des choses qu'on nous a enseignées, ou des choses qu'on a appris par nous-mêmes, ou de notre expérience de vie. Alors, c'est la résultante d'un long processus, souvent, et je fais une petite parenthèse. Parfois, on a l'impression que de le savoir, d'avoir le diplôme, fait que nous sommes compétents. Eh bien, non, il y a une notion de temps et de mise en pratique. Puis c'est souvent un défi parce que... là, j'ajouterai un coefficient de difficulté. Moi, je fais une distinction assez rapide entre les soft skills et les hard skills. Et là, je m'excuse, si quelqu'un connaît une meilleure, je m'excuse de l'anglicisme, oui. Mais il y a des compétences plus techniques ou plus, si je vous apprends à travailler avec un logiciel X, on comprend bien ça. Les compétences soft skills, elles sont plus difficiles. Comment je mesure, comment j'enseigne la collaboration, l'esprit critique? Alors, tout le territoire des soft skills, il est
essentiel, est encore plus important dans un monde qui se transforme. Ce sont des compétences très humaines et c'est un des défis qu'on a en ce moment. Alors, tout à fait d'accord avec mes collègues, avec le petit ajout hard skills et soft skills. Et j'espère que d'ici la fin des 3 jours, vous m'aiderez à trouver une meilleure Merci, Marie-Amir. Maintenant, bon, alors, Donald Lurette, en termes d'apprentissage tout au long de la vie, la notion de compétence, ça s'inscrit comment? Je m'étais préparé pour donner une définition, mais c'est là toute la complexité tout au long de la vie. La compétence, est-ce qu'on la développe en milieu formel, informel? En fait, les enquêtes nous disent que la compétence, elle se développe dans l'application. Daniel parlait les définitions, on va souvent parler de tâches. Une compétence, ça supporte les tâches. On mobilise des ressources pour exécuter une tâche. Donc, elle se développe dans l'application, ce qui peut soulever certains défis tout au long de la vie, c'est-à-dire il faut avoir l'opportunité d'appliquer les compétences pour vraiment les développer. Puis d'ailleurs, les enquêtes internationales, vous m'amenez là-dessus, démontrent assez bien que les gens qui ont maintenu leurs compétences puis qui les ont progressées tout au long de leur vie, c'est des gens qui ont eu des opportunités d'application. D'ailleurs, ils ont des meilleurs résultats que les gens, des fois, qui ont eu de la formation, beaucoup de formation, mais qui n'ont pas eu les opportunités de les appliquer. Ce qui pose un défi pour les programmes de formation parce qu'il faut amener cet aspect d'application-là, parce que la compétence, elle se développe dans l'action, elle s'observe dans l'action. Comment on amène ça dans les programmes plus formels? Mais tout au long de la vie, ça ouvre toutes sortes de possibilités. OK. Merci. Un beau tour. Vous avez fait un beau tour de force de résumer ça quand même assez rapidement pour notre première question. Bien, la deuxième question, c'est vous l'avez évoqué dans vos réponses de toute façon, mais on va y revenir davantage. On a défini ce qu'on entendait par compétence, mais pourquoi est-ce que c'est si important d'accorder de l'importance à la compétence? Et là, je vous laisse répondre comme vous le désirez. Là. Vous intervenez à votre goût. Chacun votre tour. Allez-y, Marie. Je peux peut-être me lancer parce que c'est ce qui te permet d'être actif dans ta vie professionnelle, dans ta vie personnelle, dans ta vie de société. Être capable d'améliorer les compétences. Là, je m'excuse, peux-tu revenir à la question? En fait, c'est simplement pourquoi c'est si important d'accorder autant, justement, de mettre l'emphase sur les compétences versus connaissances. Oui, important les connaissances, mais pourquoi autant d'importance aux compétences? Bien, parce que, comme je te disais, c'est ce qui nous permet d'agir. Et le gros défi, c'est qu'on vit dans un monde qui se transforme très, très, très rapidement. Alors, toutes les compétences qu'on acquiert, elles doivent être au goût du jour. Elles doivent être en lien avec ce que l'on a à faire comme citoyen. Et il n'y a plus un domaine en ce moment qui n'a pas besoin de se transformer, peu importe le métier qu'on choisit. Selon le Forum économique mondial, on dit que 50 des tâches qui seront effectuées au travail en 2025 vont être effectuées par des machines. Alors, dans tous les métiers, puis je pourrais vous fournir la recherche, mais dans tous les métiers, dans toutes les professions, dans toutes les industries, il y a une transformation rapide et d'une magnitude incroyable. Et toujours en lien avec ce que le Forum économique mondial dit, il y a plein de nouveaux emplois. Oui, il y a des emplois qui se perdent, mais il y a énormément de nouveaux emplois. Et il y a des emplois. On n'a pas un problème de quantité d'emplois, on a un problème de compétences nécessaires pour ces emplois-là. De là, toute la liste des compétences essentielles qui sont en lien avec la nouvelle réalité du marché du travail. Alors, j'ai fait un détour, mais dans le fond, pourquoi c'est si essentiel de développer ces compétences? Parce que le monde se déploie. En fait, le monde change rapidement et il nous faut, pour être un citoyen actif, un employé actif, avoir un schéma de compétences qui colle à notre nouvelle réalité. Oui, Daniel? Si je peux me permettre, parce que lorsqu'on parle connaissance et compétence, connaissance, c'est le savoir. Okay? La compétence, c'est vraiment le tout. Le savoir, le savoir-être, le savoir-faire. Et les compétences sont d'une façon transversale. Okay? Contrairement à la connaissance, je peux être médecin, je connais telle chose, mais en tant qu'enseignante, par exemple, je n'ai pas besoin d'avoir les mêmes connaissances. Par contre, les compétences sont transversales. Quand on parle de travail d'équipe, de créativité, etc., que ce soit médecin, enseignant, pilote ou maman, okay? C'est important. C'est là où c'est important de définir la compétence. Et en plus, les compétences évoluent. Okay? Les compétences, c'est important. Parfois, on va voir qu'il y a des compétences qui émergent, qu'on n'a pas identifiées comme compétences avant, parce que le monde évolue aussi. Daniel? Moi,
Prendre un exemple, moi je pense que les savoirs sont aussi importants que les compétences. Par exemple, je peux savoir qu'il y a une crise climatique, ne rien faire. La crise climatique appelle des nouveaux comportements, appelle des nouvelles compétences chez chacun de nous. Donc, le savoir est préalable à sentir l'urgence de développer une compétence. Et dans notre monde complexe et mon expérience dans certaines discussions de l'UNESCO, l'ampleur des défis, des problèmes, des enjeux auxquels l'humanité est confrontée exige qu'on passe à l'action. Et ça exige des transformations des comportements. Et l'UNESCO a eu une formule assez intéressante. C'est plus suffisant d'être ce qu'on est, il faut apprendre à devenir autre chose. Donc, il faut l'apprendre, des connaissances que pourrions-nous être, mais il faut l'être. Donc, il faut passer aux compétences. Et je pense que la raison pourquoi, de nos jours, je pense depuis que l'humanité existe, les compétences sont importantes, sinon on ne serait pas là. L'homo sapiens fonctionnait à coup de compétences. C'est que les problèmes qu'on vit exigent de changer le monde et pas juste de l'observer, pas juste de le connaître et de le transformer. Et c'est peut-être ce qui est différent de nos jours. Certains disent que l'humanité est à risque et la biosphère. Si c'est le cas, ce n'est pas juste le savoir qui va fonctionner. Il va falloir faire quelque chose. Donald Lurette. En fait, pour faire du pouce sur ce que Daniel dit, c'est vrai que tout se complexifie. La société est de plus en plus complexe. Les milieux de travail sont de plus en plus complexes. En milieu familial, c'est de plus en plus complexe. Tout est complexe. Donc, l'humain, pour survivre, doit constamment développer des nouvelles compétences. Il doit constamment s'adapter, beaucoup plus que dans le passé. Donc, ça suppose qu'on se mette toujours dans une posture de développement de compétences, donc d'apprendre et d'appliquer et d'essayer d'expérimenter. Donc, on est dans un laboratoire d'expérimentation constant aujourd'hui. C'est de plus en plus important. Donc, pour l'instant, je vais m'arrêter là. Ben oui. Mais en fait, je vais faire du pouce sur votre pouce parce que vous venez de parler de l'importance de s'adapter parce que tout est plus complexe et tout change constamment. Alors, ça nous amène à notre troisième question, qui est les cadres actuels de compétences, en fait, les définitions, les modèles actuels, est-ce qu'ils sont adaptés? Ou, s'ils ne le sont pas, est-ce qu'ils sont adaptables? À titre d'exemple, il y en existe une multitude des cadres de compétences ou des référentiels. Je pense à compétences pour réussir d'emploi et développement social du Canada, les compétences fortes de l'ICA, les compétences transférables du ministère de l'Éducation de l'Ontario, puis on pourrait continuer longtemps. Ces cadres de compétences, corrigez-moi si je me trompe, mais ils ne semblent pas tenir compte du contexte du milieu. Est-ce que c'est le cas? Oui. Je vais permettre à vos collègues d'y réfléchir, pour y réfléchir à cette question-là depuis un moment. De manière générale, le focus sur les soft skills est important. Les compétences du 21e siècle, etc., etc. Mais, comme je disais tout à l'heure, c'est ce qui fait que l'humanité a survécu, la résolution de problèmes, créativité, etc. Ce qui est différent maintenant, c'est le contexte dans lequel ces compétences s'exercent. Malheureusement, beaucoup de ces cadres ont été développés pour favoriser la mobilité de la main-d'œuvre, sont réduites à l'univers économique, ça fait la job dans ce contexte-là. Mais maintenant, les défis du vivre ensemble, les défis du vivre avec la biosphère, etc., sont tellement majeurs que souvent, on n'a pas un référentiel citoyen, on n'a pas un référentiel du développement durable, on n'a pas un référentiel du vivre ensemble. Il y a des éléments à gauche, à droite. Donc, oui, le focus économique est essentiel, il y a des défis à surmonter, mais il y a plusieurs autres facettes de l'humanité, de notre vivre ensemble, qui demandent aussi des référentiels. Le problème n'est pas tant ceux qui existent, c'est leur usage strictement au monde économique et pas de manière plus englobante à tous les défis que l'humanité vit. Et c'est là que je trouve qu'il faut continuer le travail puis sortir de la sphère économique. Elle a sa raison d'être, mais il y a beaucoup d'autres choses à faire dans le moment, puis on tend à focaliser sur un aspect. Je ne le dis pas pour dévaloriser, c'est essentiel un emploi. Je le dis, c'est plus le déséquilibre d'une approche globale qui me frappe, moi. Un cadre, c'est un cadre. Comme Daniel dit, ils ne sont pas neutres. Moi, comme andragogue, quand je fais de la conception, je peux piger dans différents cadres. Je considère que ces compétences-là sont utiles pour le contexte, puis je peux aller piger dans les cadres, mais malheureusement, ils ne sont pas neutres. Ils sont souvent rattachés à des bailleurs de fonds, à des gouvernements, puis ils viennent avec des ressources. Donc, dans ce sens-là, les cadres arrivent toujours avec une perspective. Comme moi, comme andragogue, pour moi, si tu mets tous les cadres, tu t'en sers pour le moment, mais malheureusement, il y a toujours follow the money, comme disait Jerry McGrath. Les cadres sont un peu aussi. Il y a des gens qui vont dans des cadres parce qu'il y a de l'argent,
pas nécessairement parce que les cadres sont pertinents pour le contexte. Mhm. Fait que ça aussi, c'est un débat intéressant, mais Oui, bon, on reste dedans, on est en plein dedans, là. Oui. Marie? Oui, bien, moi, nous, on aime bien dire les défis sont trop grands pour être résolus seuls. Je pense que ça résonne avec ce que tu viens de dire. Et notre histoire à la factory est un peu hors cadre parce que nous, on a démarré il y a 7 ans une école qui était tout à fait complètement focusée sur l'enseignement des soft skills dans une optique de transformation puis d'innovation. Alors, on est comme un peu passé à côté. On n'est pas une école au sens académique. On est tous issus là, à la factory du marché du travail. Fait que nous, notre appel a beaucoup été en fonction de la réalité du marché du travail. Ce qui nous a permis d'explorer et d'avancer, d'être un peu une espèce de laboratoire hors cadre. Et là, je réalise que, bon, là, on se verse, nous, un peu plus dans toute la liste des compétences pour réussir et tout ça. Moi, ma réponse plus rapide à votre question, je crois qu'on est beaucoup, autant dans nos façons d'enseigner dans les entreprises que l'origine des institutions d'enseignement, on est beaucoup taillé sur la révolution industrielle de l'époque, où on amenait les gens à faire un métier, à le répéter, à le faire de façon plus efficace, plus efficiente. Et là, comme tout ça se transforme, bien, le schème des compétences nécessaires fait beaucoup plus appel à de l'adaptabilité, de la résolution de problèmes complexes, de la créativité, de l'innovation, du jugement critique. Alors, moi, je sens une énorme volonté et un intérêt et une priorité envers ça. Je rencontre des institutions comme la Cité, qui est hyper avant-gardiste dans le domaine, mais il y a encore du boulot à faire, en fait, pour y arriver. Oui, oui. Bien, justement, Dora, corrigez-moi si je me trompe, chez vous, on a adopté le cadre des compétences pour réussir, c'est ça? Oui? Je veux dire, l'entrée par compétence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on s'est centré sur l'étudiant, sur l'apprenant, et non pas sur les objectifs ou le contenu. Donc, on parle de cela. Et même notre système d'admission est basé sur un test de compétences pour réussir. C'est-à-dire, généralement, on doit démontrer qu'on a passé le secondaire et qu'on a notre diplôme. On a... puisque la population change aussi, hein, n'oublions pas que le Canada a beaucoup évolué. On a de plus en plus d'apprenants adultes provenant de l'immigration. Donc, on a dû s'adapter et trouver d'autres moyens d'admettre ces personnes-là. Et donc, si on passe un test de compétences pour réussir et si la personne ne réussit pas son test, on passe par un cheminement personnalisé pour qu'elle améliore sa compétence et ensuite refaire le test pour pouvoir y accéder. Par contre, j'aimerais ajouter quelque chose concernant le cadre. Je ne prétends pas comprendre ou être experte de tous les cadres. Par contre, je peux me dire que je suis experte en formation linguistique. Mm-hmm. Et le Canada s'est doté d'un cadre de Canadian Language Benchmark en anglais. Et lorsqu'il est venu le moment pour traduire ce cadre-là, la communauté a refusé. On a dit qu'on ne peut pas miroiter un cadre pour la majorité anglophone pour le mettre pour la minorité francophone. Donc, on s'est positionné et tous les experts se sont entendus qu'il y a des particularités propres à notre communauté. Mm-hmm. Et on a pu, c'était un défi, c'était pas facile de convaincre le gouvernement. Vous parlez d'argent absolument, mais on s'est positionné et on a eu heureusement une écoute et on a pu, je dirais pas inventer le cadre, mais on l'a adapté à notre réalité, ce qui est vraiment quelque chose d'unique, je pense, jusqu'à maintenant au Canada, de prendre la réalité francophone en situation minoritaire et d'assurer d'adapter le cadre à cette réalité-là. Bien, c'est formidable. Ça met déjà la table pour la question principale, en fait, qui nous réunit. On a fait un préambule pour s'attarder justement à comprendre l'importance de cette notion de compétence, mais parlons maintenant justement d'un cadre de compétences adapté à la francophonie en situation minoritaire. Vous avez un bel exemple que vous amenez d'apporter, Dora, mais j'aimerais vous entendre de façon plus générale tous les quatre, et puis on pourra rebondir là, sur les propos. Si vous entendez des choses que quelqu'un dit, vous aimeriez continuer aussi là, sur le propos, gênez-vous pas. Mais est-ce qu'il y a, à votre avis, quand on parle d'une situation minoritaire de langue francophone, dans ce cas-ci, est-ce que, du fait même qu'on vit dans un contexte minoritaire, est-ce que
de facto, ça ne nous oblige pas à développer certaines compétences spécifiques que d'autres ne développeraient pas. Ou même de regarder aux compétences d'une façon différente. Parce que si on regarde le cadre des compétences du fédéral, compétences pour réussir, ou l'ancien cadre des compétences essentielles, ces cadres-là ont été pensés dans un monde monolingue. Monolingue, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, je le dis. Donc, on utilise des compétences pour des milieux majoritaires anglophones ou francophones, parce que tantôt, on parlait d'une compétence, ça s'actualise dans l'action, dans des tâches. Puis si on reste dans la perspective même économique, les francophones à l'extérieur du Québec qui vont suivre des programmes de développement de compétences, c'est souvent pour l'appliquer dans des milieux anglo-dominants. La langue de communication pourrait être autre que la langue maternelle, même la langue de l'usage de l'écrit ou des choses comme ça. Les cadres ne sont pas adaptés pour ces milieux plurilingues-là. Ils sont beaucoup plus pour des contextes monolingues. Donc, les minorités linguistiques au Canada, que ce soit autant les francophones, les autochtones, que même les personnes immigrantes, ils sont dans des contextes de développement de compétences qui ne fitent pas avec les cadres. Parce que souvent, ces cadres-là ont des niveaux puis des tâches à accomplir par niveau, mais toujours dans une seule langue. Alors que moi, ce que je dis, c'est qu'un franco-ontarien qui développe des compétences pour aller l'appliquer dans un milieu anglo-dominant, on a besoin de regarder la compétence de façon différente. On a besoin de penser à son milieu d'application, puis peut-être de la renommer ou de mettre un peu de nuance dans sa définition et que cet apprenant-là soit bien préparé pour transitionner à faire les tâches dans un milieu qui est très particulier. Et je dirais que là-dessus, les cadres ne sont pas très adaptés, pas très ouverts à ces concepts. Et est-ce que ça complexifie justement le développement de ces compétences-là ou du cadre, du fait de ce que vous venez de nommer là? Ça complexifie beaucoup de choses. Ouais. Ça complexifie, par exemple, la possibilité d'avoir des programmations mieux adaptées parce que souvent, la reddition de compte prend le dessus sur les besoins des apprenants. Et aussi, tu reçois le même montant pour faire quelque chose qui est beaucoup plus complexe que pour des milieux majoritaires. Déjà là, en partant, tu pars avec une longueur de retard, pour dire le contraire d'une longueur d'avance. Donc, ça complexifie toutes sortes de choses, puis on se retrouve avec moins de ressources pour faire quelque chose qui est plus complexe, parce que la reddition de compte prend plus le dessus sur la réalité andragogique du minoritaire et des besoins des adultes qui, eux, doivent transitionner dans des milieux assez complexes linguistiquement. Mais on comprend que c'est quand même indispensable. Il faut adapter, justement. Il faut aller vers ces compétences-là particulières à ces milieux minoritaires. Il faut juste redéfinir les cadres pour donner de la place aux milieux minoritaires, c'est-à-dire de redéfinir la façon dont on doit développer les compétences et les tâches que les gens auront à faire. Et ça, c'est difficile pour les bailleurs de fonds parce qu'ils sont installés dans des mondes très parallèles, hein? Majoritaire francophone, majoritaire anglophone. Donc, il faut prendre le bâton de pèlerin puis aller les convaincre puis les aider à comprendre puis leur expliquer, dans le fond, l'avantage. Ça fait 20 ans que j'essaie. faut continuer. Faut continuer. Daniel veut dire quelque chose? J'ajouterais dans la foulée, je ne sais pas si le mot « adapter » est le bon, parce qu'il faut refaire. Quand on fait des travaux avec on a un projet là, avec des communautés autochtones, on est parti d'adapter un instrument existant auquel vous référiez, nos compétences fortes, pour migrer vers refaire. Et c'est là que je ferai une petite nuance. Là. Sur les compétences, toute population minoritaire a besoin de certaines compétences comme l'éducation aux lois, connaître ses droits, puis l'éducation au plaidoyer, les faire valoir, qu'une communauté majoritaire ne fait peut-être pas parce que c'est sur le pilote automatique. Là, je peux parler comme Québécois. Il faut quand même être vigilant sur le statut du français, mais on est quand même une majorité dans une province avec des lois, puis il y a un pilote automatique qui peut exister. Mais en contexte minoritaire, c'est plus que la capacité linguistique, c'est sa place dans le développement économique, la possibilité, le droit au travail dans sa langue, etc. Mais je dirais aussi, c'est la vigilance. Et c'est là que le droit, connaître ses lois, l'éducation au droit, aux lois. Puis on a une belle expérience dans les derniers mois avec l'actualisation de la loi sur les langues officielles. Il y a des gens qui ont pris le bâton du pèlerin et sont allés faire valoir des droits. Et le plaidoyer, être capable de faire l'advocacy, comme les anglo-saxons disent, de faire valoir. Je dirais que toute minorité a besoin, c'est une question de survie, d'aller au-delà, la survivance, au-delà de ses compétences dites culturelles, mais pouvoir les faire valoir et les défendre. Et ça, c'est un registre qu'une majorité vit moins de manière existentielle jusqu'à temps que
le ciel tombe sur la tête. Est-ce que vous direz que la résilience, la transmission, c'est aussi... On peut regrouper ça sous résilience, qui joue à plusieurs niveaux. Là. La pandémie, tout le monde, sa compétence ou non à la résilience a été sollicitée, peu importe sa langue, peu importe son contexte, mais ce qu'on pourrait appeler... Là, il y a des débats dans le débat. Est-ce que la résilience, c'est un trait de personnalité ou une compétence? Mais je vais éviter cette discussion. On va garder ça à 1 heure. Oui, Dora, vous voulez ajouter quelque chose? Vous m'avez devancé exactement. Vous avez parlé de refaire. Moi, je parle de créer. Il y en a des compétences propres. On est tous des êtres humains, anglophones, francophones, que vous soyez au Canada, dans des pays de l'Afrique ou en Europe. La compétence est la compétence. Toutefois, il y a un environnement dans lequel on bouge. Et là, peut-être, il y a une création. La résilience en fait partie. Est-ce que la fierté est une compétence? Okay? Il y a de l'apprentissage à faire. Okay? Si je fais un clin d'œil à tout ce que je fais dans ma vie, aider les nouveaux arrivants, les étudiants internationaux, c'est vraiment ma clientèle. Est-ce que la fierté d'être francophone, est-ce que c'est un sentiment, parce que la fierté, c'est un sentiment, ou c'est un apprentissage et ça devient une compétence? En tant qu'originaire d'un pays ex-colonisé de la France, est-ce que mon rapport par rapport à cette langue-là devrait être une fierté ou une résistance de ne pas parler la langue? Donc, ça devient avec de l'apprentissage de la connaissance et après, on évolue dans ce sentiment-là que j'espère qu'un jour, ça deviendra une compétence. Ça va à la résilience. Comment je peux me positionner pour avancer avec cette communauté-là, avec qui j'ai créé une relation d'appartenance. Donc, je pense qu'il y a des choses qui sont propres à la communauté francophone et one fits all, comme le gouvernement veut nous le présenter, ça ne fonctionne pas. Marie? Moi, j'ai le goût un peu de témoigner de l'expérience. On parlait tout à l'heure du programme Canada Créatif. Le programme a justement été créé de toutes pièces pour des professionnels nouveaux arrivants francophones partout au Canada. Moi, je suis au Québec, alors j'étais surtout dans un environnement un peu pris pour acquis, malheureusement, je dois dire ainsi. Oui. Et je peux témoigner de 2 choses maintenant qu'on a ce programme-là, qu'on déploie pan-canadien. Un, c'est clair qu'il y a un dynamisme et une mobilisation beaucoup plus forte de la communauté francophone naturelle en contexte minoritaire. Peut-être que je ne vous apprends rien, mais moi, je l'ai senti très fortement. Maintenant, au niveau de l'enseignement des compétences comme telles, nous, les témoignages que les gens nous donnent, c'est que, en fait, quand tu arrives dans un nouveau pays et que tu es très connaissante, que tu as ton expertise, le défi, c'est souvent de te faire reconnaître à la juste valeur de tes capacités. Et là, je mets de côté tout le défi de faire reconnaître ton diplôme. Juste d'arriver comme gestionnaire de projet et d'être reconnu comme gestionnaire de projet. Et les compétences qu'on développe avec le programme, c'est tout ce qui est... en fait, tout ce qui est les soft skills dont on parlait tout à l'heure, mais les gens nous disent c'est vraiment le pivot incroyable pour s'intégrer puis accélérer notre intégration dans le marché du travail. Quand tu arrives avec une des compétences et que tu commences à connaître les codes de communication, les codes de résolution de problèmes, les codes de travail d'équipe, eh bien, plus rapidement, tu accèdes au poste que tu veux. Fait que moi, c'est ce dont je peux témoigner jusqu'à présent avec le petit millage du programme. Ça s'inscrirait, ça, dans les compétences socio-émotionnelles, en quelque sorte, non? Oui, absolument. Oui. Ah oui, hein? Absolument. Puis, c'est en fait, pas tous les nouveaux arrivants avec qui je travaille nous disent ça fait vraiment une différence. Quand tu comprends ces codes-là, c'est un pivot. Tu as beau être bon mathématicien, être bon comptable, quand tu comprends ce que veut dire collaborer, résoudre un problème, communiquer dans ce nouvel environnement-là, mais tu as une longueur d'avance. Alors, pour moi, l'enseignement des compétences clés est un levier incroyable pour la francophonie, pour l'immigration, pour le contexte minoritaire en général.
Parlons de, bon, alors le niveau, la formation formelle, non formelle et informelle. Ajustez-moi si je n'ai pas bien compris. Mais dans le formel, donc, c'est tout ce qui s'appelle les institutions pour lesquelles on a un diplôme, un certificat, une attestation. Non formelle, c'est une formation structurée, mais on n'aura pas vraiment de diplomation reconnue. Puis l'informel, c'est ce qu'on fait par nous-mêmes à travers nos rencontres, nos conversations, nos échanges, un panel. On est en train d'acquérir des compétences informelles ici. Mais dans ce cadre-là, si on les prend, ces trois niveaux-là, puis qu'on les adapte en milieu minoritaire francophone, qu'est-ce que vous avez à dire sur les spécificités de ces trois niveaux-là, mais milieu minoritaire francophone? Comment ça s'inscrit en termes de compétences ou en termes d'expression des compétences? Je vais y aller en rafale. Oui. Le formel, c'est la question du droit. Le droit à l'éducation dans un État existe parce qu'il y a des institutions qui l'incarnent, financées publiquement et qui existent. Donc, tout enfant, tout jeune, idéalement tout adulte peut y aller. Le non-formel, c'est vraiment la société civile. Souvent, les contextes minoritaires ont une société civile dynamique, forte, intégrée, existentielle. Ce n'est pas juste l'offre de service, c'est le tissu urbain. L'informel, on rentre un petit peu, oui, c'est comme ici, mais c'est aussi des fois, on apprend sans s'en rendre compte. On apprend implicitement parce qu'on s'est retrouvé, on a rencontré quelqu'un. Lui, il est plus fluide. Lui, il touche en particulier la culture qu'une personne a. Et je refais du pouce avec ce que vous avez dit, c'est la résilience, la curiosité, soi-même comme individu. Est-ce qu'on porte une fierté? Est-ce qu'on veut apprendre sa langue? Est-ce qu'on veut la partager, etc.? L'informel est plus fluide. Il ne peut pas s'encadrer parce qu'il deviendrait non formel, par définition. C'est ça, oui. Et c'est là, mais sur le spectre, c'est entre le droit existant dans une société qui s'incarne dans des institutions jusqu'à la culture individuelle qui fait valoir quelque chose, il y a un spectre. Et ce n'est pas un ou l'autre. Un vrai bon système va jouer sur les trois aspects. Une société civile dynamique, des institutions publiques et aussi une culture individuelle forte. Donc, l'adaptation des compétences là, au contexte minoritaire francophone dans ces trois niveaux-là, là où on doit travailler plus fort pour aller faire des changements, c'est probablement dans le... Oui. Je le dis gentiment, oui. C'est pas le bout, c'est pas adapté pour moi. Excusez-moi. Il faut construire bottom-up ou maintenir. Alors, construire, mais je échanger. Le dis gentiment, là, parce qu'adapter, puis je suis sensible à ce que Donald disait, adapter peut donner l'impression de traduire. OK, je comprends. Et c'est là que ce n'est pas traduire, parce que ça peut être de la culturation. On peut en parler aux Autochtones, là, ils ont une longue expérience d'adapter. C'est plus de maintenir ce qui existe puis construire ce qui est Alors, construire à ces trois niveaux-là, ça ne se fait pas de la même façon. Si on veut, encore une fois, la francophonie en situation minoritaire, il faut en tenir compte dans les compétences, on le disait tantôt. Donc, si on veut construire en tenant compte de ça, les actions pour transformer tout ça, ils se passent de façon différente. Quand on est en niveau formel, bien, c'est des institutions, c'est plus lent à faire bouger les choses, j'imagine. C'est dans ce sens-là que je veux vous orienter. Oui, Marie? Bien, moi, ce que j'ai le goût, parce que nous, on a fait le choix de faire des formations. Là, je ne sais pas, moi, dans quelle catégorie je tombe, mais je dirais que ce que l'on enseigne, nous, est très organisé, très formalisé, mais il n'est pas dans un cadre d'institution académique traditionnelle. Et la raison pour laquelle on l'a fait, c'est tout simple, c'est qu'on n'était pas assez patient. On s'est dit, les besoins sont là, on va le faire. Et ce que ça amène, c'est une variable dont tu n'as peut-être pas parlé, qui est la responsabilité des employeurs. Parce que l'enseignement académique, oui, ce qu'on apprend comme citoyen, oui, l'aide de tous les organismes, oui, mais les employeurs, ce sont des points importants de formation. Moi, c'est celui que je connais le plus, c'est-à-dire que moi, je travaille beaucoup dans la formation continue pour professionnels. Et la bonne nouvelle, c'est que moi, je sens un appétit de plus en plus grand des employeurs de se mettre à niveau sur les compétences qu'ils ont à transmettre, à inculquer, pour lesquelles ils doivent supporter de la formation pour leurs employés. Et quand on a lancé Canada Créatif, j'ai senti un appétit des entreprises, justement dans un souci d'inclusion, de diversité, d'accueillir favorablement des formations francophones, des formations en français pour leur minorité francophone ou pour des nouveaux arrivants. Alors, je fais juste témoigner, moi, de ma petite expérience, mais je voulais juste ajouter à ce que tu as dit, que l'entreprise, il ne faut pas l'oublier. Pour moi, c'est un levier incroyable, important.
Donc, oui, on va arriver à vous, Daniel. Alors, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que c'est plus fluide, plus adaptable, en fait, plus transformable, avec plus d'aisance quand on arrive dans le non formel que dans le formel? C'était le sens de ma question. Ah oui, Oui, absolument. absolument. Moi, c'est mon Bon. vécu. Puis, en fait, c'est peut-être un petit peu anecdotique, mais au début, il y a 7 ans, puis il y a 7 ans, là, ça fait longtemps, les gens nous disaient, oui, mais pourquoi tu ne fais pas ça avec les universités? Puis notre réponse, c'était parce qu'on n'est pas patient. On va le faire. Si ça fonctionne, pas, ben ça va mourir. Si ça fonctionne, on fera des passerelles. Et là, les passerelles se font beaucoup plus facilement maintenant que les compétences clés sont sur le spot. Là, je veux dire comme les ça. preuves ont été faites, quoi. Les preuves, oui. En fait, il y a vraiment, il faut aller là. C'est plus difficile, mais tout le monde veut y aller, alors ça fonctionne. Donald. Je pense que ce soit le formel, l'informel ou le non formel, il faut que l'offre puisse répondre à la demande. Ce qui est plus difficile dans le formel, parce que souvent, le formel, il y a moins, en tout cas, on a plus de difficultés à changer, nos façons de faire. Mais l'offre, tout ce que je peux dire, c'est que l'offre doit s'adapter à la demande. Mais encore faut-il comprendre la demande. Si tu parlais tantôt de compétences milieux minoritaires, les minoritaires... moi, je vais y aller avec des données probantes. C'est à la mode, c'est ainsi. Les enquêtes internationales sur les compétences de base ont démontré que 85 des adultes francophones qui vivent à l'extérieur du Québec ont choisi de répondre aux tests en anglais. Ils se sont identifiés comme francophones, mais ils ont choisi de faire le test en anglais. C'est-à-dire que l'adulte francophone minoritaire, son rapport à la tâche et à la compétence, il souffre du complexe de minoritaire. Il va choisir de faire les tâches et mobiliser ses compétences, mais dans ce cas ici, c'était l'écrit, donc c'était en anglais. Bon, premièrement, il y avait le choix du français et de l'anglais. Il n'y avait pas de nuance. Là, ça revient tantôt aux deux. Donc, il me semble que c'est assez complexe de vivre en milieu minoritaire, puis le rapport à la compétence des minoritaires est assez complexe aussi, puis on ne le comprend pas tellement encore. J'ai l'impression que l'offre de service doit se poser la question à qui j'ai affaire, puis comment je fais pour les rejoindre. Après ça, on pourra parler quelles compétences on développe avec eux, mais il faut d'abord que je les comprenne, que je les amène dans des initiatives et qu'à la fois, je développe des offres et je comprends la demande. Ça se passe toujours dans une espèce de tension entre les deux et on n'est pas habitué de faire ça. On est habitué d'avoir des choses à offrir puis on attend que on n'est pas en mode consultation. On n'est pas en mode de construction dans l'expérimentation. Il va falloir aller là-dedans parce que c'est trop complexe comme débat. C'est trop complexe. Oui. Dora? Le formel ou l'informel, je trouve qu'il y a un mélange des deux. Je vous donne un exemple. Alors, depuis 2014-2015, la Cité a pensé à avoir des compétences propres à ses finissants, qui distinguent ses finissants. Donc, on a pensé à 4 compétences. La capacité bilingue, parce qu'on est en milieu minoritaire, l'engagement, la créativité et le sens d'entreprise et d'initiative. Et pour chacune des compétences, on a 3 niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau exposition que tous les étudiants peuvent acquérir à travers leur programme, leur cours. Le deuxième niveau, c'est l'intégration. Et le troisième niveau, qui est le plus haut, c'est la transformation. Pour l'exposition, je l'ai expliqué, on peut l'acquérir dans le programme. L'intégration, à titre d'exemple, la capacité bilingue, un professeur va décider d'avoir un conférencier qui parle anglais et demander à ses étudiants de lui rendre un rapport en français. Bon, il a intégré la capacité bilingue. Quand il vient à la transformation, c'est l'étudiant lui-même qui va aller chercher ce niveau-là parce qu'ils obtiennent des écussons lorsqu'ils sont diplômés. Et comment il va le faire? Par exemple, pour la transformation, pour la capacité bilingue, l'étudiant doit prendre l'initiative de parler, de rencontrer des personnes à l'extérieur du collège pour parler des enjeux de la communauté francophone en situation minoritaire. Et là, c'est informel. Personne ne l'a guidé, bien qu'il soit un étudiant de l'institution. Donc, il a fait un impact sur lui-même et il a fait un impact sur la communauté. Et donc là, c'est le contexte informel. Et peut-être qu'il va chercher plus
cet aspect-là pour notre communauté plus qu'en salle de classe, dans un cours de français ou dans un cours d'informatique. Donc, c'est un mélange entre deux. Je pense que la compétence peut être acquise, comme on a dit tout à l'heure, peut être acquise à travers plusieurs canaux. Bien. Oui, juste avant... Oui, allez-y. J'ajouterais juste un commentaire par rapport aux institutions pour ne pas donner l'impression qu'elles sont rigides. C'est que les institutions formelles ont quand même une mission particulière qui est d'offrir un programme long qui permet à quelqu'un d'apprendre tout ce qu'il a à savoir dans un champ disciplinaire. Donc, ça prend plusieurs cours, ça prend une gradation pour faire le tour. Un historien ne fait pas ça en micro-learning ou en activité, etc. Là. Et c'est ça qui donne l'impression que c'est rigide. C'est la progression pédagogique d'un programme long. Mais c'est nécessaire. Parce qu'on ne fera pas sur Twitter apprendre l'histoire du Canada. Là. On va y aller en un bac en histoire. Et c'est juste cette petite nuance-là que je ferais. Là. Ce qui donne une apparence de rigidité, c'est la nécessité de structurer un parcours de formation long pour faire le tour d'une discipline. Oui. Mais aussi, les institutions ont eu comme mandat aussi de développer des connaissances beaucoup. Hein? Parce que quand on est étudiant pendant 12 ans, notre job à temps plein, c'est d'apprendre des choses. On a le temps de développer des compétences. On a 12 ans à l'école, on est 4 ans à l'université. Quand on est dans une logique de compétences pour des adultes qui sont pas nécessairement qui n'ont pas ce temps-là, là, ça devient plus complexe. Comment on intervient dans des périodes de temps beaucoup plus courtes à développer des compétences stratégiques pour pouvoir fonctionner en milieu minoritaire? La question est immense. Et moi, je n'ai même pas un bout de réponse pour ça. Tu sais. Oui. Marie? Oui, puis merci de le mentionner parce que tout à l'heure, je ne voulais pas laisser croire que notre façon agile était la façon de faire. Je pense qu'on collabore très bien avec la Cité, justement, parce que ça prend les deux univers. Je suis entièrement d'accord avec toi. Nous, peut-être encore là, petit témoignage vécu, quand on a créé le programme, on est parti des compétences qu'on voulait enseigner, mais on a tout de suite fait des tests et des sondages. On a sondé dans notre cas, les nouveaux arrivants francophones pour voir de quoi avaient-ils besoin et comment ils voulaient qu'on enseigne et est-ce que notre façon de faire était pertinente pour leur réalité. Je vous dirais que ce que ça a donné, là où on a eu à moduler ou faire les choses différemment, le besoin de réseautage était fortement exprimé. Ça, c'était très, très, très fort. Beaucoup plus qu'enseigner dans un contexte majoritaire, là, enseigner dans un contexte particulièrement immigrant. Besoin de réseautage, besoin aussi d'être capable de se présenter, de présenter nos acquis, nos compétences, notre potentiel de façon différente. Alors ça, dans les sondages nous qu'on a fait, ces éléments-là, entre autres, là, sont ressortis très fortement comme étant une particularité à mettre en place pour cette réalité-là. Juste avant d'aller plus loin, je voudrais vous dire que le temps file, ça passe vite, hein? Ça avance, mais tranquillement pas vite, on avance vers la... C'est parce que vous êtes intéressants, ils sont intéressés. Alors, je vous invite déjà à vous préparer à intervenir avec vos questions. Je vais conclure avec encore une ou deux questions avec nos panélistes, mais préparez-vous. Il y a Debra qui est quelque part à l'arrière ici. Alors, vous leverez la main, puis Debra ira vous voir avec un micro pour qu'on puisse bien vous entendre et que les gens aussi qui sont en web avec nous vous entendent bien dans la présentation. Et puisque je parle de la diffusion web, j'invite aussi les gens qui suivent en direct à nous faire parvenir leurs questions parce que Debra va se charger d'être la porte-parole, donc de porter votre question à notre panel. Alors, je reviens à vous et préparez-vous parce qu'on va se tourner vers vous bientôt. Peut-être une petite question, Marie et Donald. Tous les deux, on parle d'éducation des adultes. On parle souvent aussi de formation en entreprise. Hein? Vous avez dit à quel point, justement, il y avait une belle réponse, justement, à s'adapter à avoir les compétences qu'on pouvait développer. Est-ce que ce n'est pas un milieu, justement, qui est un beau terreau fertile, ça, pour aller travailler à avoir des compétences plus ajustées aux besoins? Le travail, la formation en entreprise. Bien, si on revient à la définition de départ, c'est-à-dire la compétence, elle se développe et s'observe dans la tâche, c'est sûr que le milieu de travail offre les terrains idéaux pour développer des compétences, les expérimenter, pouvoir les observer. Là, ça pose une question complexe en milieu minoritaire. Les milieux de travail qui fonctionnent en français sont très, très, très limités. À la limite, tu peux en avoir qui ont des documents ou qui fonctionnent de façon bilingue. Fait qu'est-ce que ça veut dire, ça, par rapport à, par exemple, développer une compétence dans sa langue première, mais l'appliquer dans un milieu anglo-dominant? Tout est à faire. Et c'est ça qui est intéressant pour moi, de penser compétences. On est dans un autre monde. Avant, c'était dans le monde de la formation professionnelle, puis ça se faisait en dehors du milieu de travail.
pas toutes, mais là, c'est la question, c'est comment on le fait en milieu minoritaire pour que les gens ne fassent pas finalement tout en anglais, puis qu'à un moment donné, il n'y a plus de traces de la francophonie. C'est des grandes questions, mais c'est hyper intéressant. Je pense qu'il y a des choses qui se font, il y a des modèles qui peuvent exister, mais il faut développer, il faut expérimenter, il faut penser autrement, ça, c'est sûr. Marie? Bien, moi, j'abonde dans le même sens. C'est clair pour moi que la formation en entreprise, c'est important. Et quand ton employeur te permet de faire une formation ou t'encourage à faire une formation, c'est très valorisant et ça passe un message. Alors, si on dit, bien, gars, je t'invite à faire cette formation-là, elle est en français, elle est sur telle compétence, je trouve que ça vient faire un beau renforcement sur ce qu'on s'attend et ce qu'on trouve important dans notre entreprise. Alors, pour moi, les entreprises sont des joueurs essentiels à la solution, entre autres choses. Alors, est-ce qu'on a une question dans la salle? Oui, ici. Bonjour. Oui, bonjour. Josée Vaillancourt, je suis la directrice générale de la Fédération de la jeunesse canadienne-française. On travaille avec des jeunes d'expression française un peu partout à travers le pays, de 14 à 25 ans. Nos organismes membres, ce sont des associations jeunesse qui collaborent au développement de compétences peut-être moins identifiées. Ça fait 50 ans qu'on fait ça, qu'on contribue au développement des individus. Je vous écoutais parler, M. Barry, par rapport à... je veux vous citer, ou presque, qu'un vrai bon système intègre les 3 niveaux, donc le formel, le non formel et l'informel. Je me demande, ça m'a fait penser à l'échelle de Maslow, donc le bout de la pointe de la pyramide par rapport, qui est l'étape de l'actualisation. Est-ce que c'est faux de penser que, dans mon cas, un jeune a besoin d'être exposé à ces 3 niveaux d'apprentissage-là pour pouvoir s'actualiser comme personne? Puis, est-ce que, d'après vous, il y a des avantages ou il y aurait des avantages à développer de meilleurs partenariats ou de meilleures collaborations entre les institutions et la société civile ou la communauté, pour reprendre vos mots, M. Barry? C'est une grande question. Bon, je vais le prendre de même. Je pense comme prémisse, chaque fois que c'est holistique et global, on a plus de chances d'aller nourrir toutes les facettes d'une personne. Bon, ça, c'est une idée générale. Ce qui est le grand défi maintenant, moi, la manière que je vois le monde de l'éducation, c'est comme un archipel. Il y a toutes sortes d'îles, avec une faune, une flore, des populations différentes. Donc, il y a le communautaire, le formel, le scolaire, l'apprentissage en ligne, etc., la lecture. Notre défi, c'est de décider, est-ce qu'on fait des ponts? Est-ce qu'on y va en bateau? Est-ce qu'on a une trek touristique qui nous fait tout le truc, etc., etc. L'important, c'est l'archipel. Et là, ça revient à cette idée des styles d'apprentissage qui est critiquée, mais peut-être que pour un jeune, les mathématiques est plus à l'aise en classe. Peut-être pour une autre matière, ça sera en apprentissage par les pairs, etc. Maintenant, on a une machine, c'est le conveyor, là, le taylorisme, là, on rentre, là, puis on avance jusqu'au bout. Il faut faire éclater tout ça. Ça, c'est le bout facile, même si ça n'a pas l'air. Le bout compliqué, c'est avoir un système de gestion de l'éducation qui gère des parcours et pas des lieux, qui gère le parcours des personnes et pas des lieux. Ça, c'est la job qui reste à faire. Et elle existe de manière embryonnaire, là, mais c'est vraiment des petits morceaux. Puis le Canada n'est pas moins avancé que n'importe quel autre pays. C'est le grand défi de créer des systèmes, des écosystèmes d'apprentissage qui fonctionnent sur les parcours des individus et pas gérer l'offre. Donald? Tu vois, je travaille sur un projet avec les Autochtones dont je t'ai parlé, Daniel, puis c'est exactement ça. Les jeunes font des parcours individuels et à leur rythme, en formation professionnelle en passant, dans le monde de la construction. Mais l'avantage, c'est que là, les Autochtones, ils sont dans un projet d'expérimentation. Les gouvernements se sentent très coupables, puis ils leur disent « Faites ce que vous voulez à votre façon ». Faire ça à grande échelle, c'est tout un défi. C'est tout un défi. Marie? Écoute, j'ai le goût d'intervenir. J'ai le goût d'applaudir à ce que tu viens de dire. Mais en plus, je pense que notre rôle, qu'on soit dans une chaise d'institution d'enseignement, d'organisme local et tout ça, notre rôle, notre responsabilité, c'est de créer des occasions. Parce qu'on disait tout à l'heure, c'est de l'apprentissage par l'action. Je pense qu'on est de plus en plus dans l'apprentissage par l'action et non pas juste
l'apprentissage plus théorique. Alors, pour apprendre, il faut des occasions. Alors, à nous de créer des occasions de mettre en pratique, des occasions de tester. Alors, d'être inspiré, d'avoir des modèles, de le mettre en pratique, de le tester, ça, c'est très terrain. Et tant qu'à moi, plus on crée des occasions de faire ça, plus on fait notre boulot. Merci pour votre question. Hein? Ça a été vraiment bien. Est-ce que quelqu'un d'autre a... Oui, ici. Oui. Ah, excusez-moi. Juste d'ajouter que nos institutions postsecondaires se doivent de se réinventer. Okay? Cette rigidité dont on parle tout à l'heure, c'est sûr que ce n'est pas bon ni pour l'apprenant, ni pour l'institution elle-même. Donc, il faut avoir le courage de se réinventer et de changer les choses pour ne pas être aussi rigide que quand on parlait tout à l'heure, parce que c'est vrai, les institutions postsecondaires ou les institutions secondaires sont là pour les connaissances, mais en réalité, leur première tâche, c'est la compétence, tout en mettant l'individu au centre de ce qu'ils font. Donc, si ça ne fonctionne pas, ça ne va pas fonctionner. Merci. Merci, Dora. Quelqu'un d'autre? Oui. Oui, bonjour. Rosalie Chartier-Lacombe, le Hub Avantage numérique. On travaille sur le développement de l'écosystème technocréatif dans le croissant boréal. Je vous écoute parler, puis j'aimerais vous entendre sur une proposition de modèle. Si en fait, vos organisations étaient combinées à une coopérative de travailleurs dont l'objectif serait de mettre en valeur les intérêts de ces travailleurs-là et leurs goûts et leurs aptitudes dans le contexte de pénurie de main-d'œuvre pour faire en sorte de changer le milieu de travail et faire en sorte que les gens soient pleinement épanouis dans leur milieu et leur permettre d'expérimenter plusieurs choses. Est-ce que vous croyez que ce serait un modèle qui serait viable, intéressant, accessible? Vers moi. Oui. Bien, en fait, redonnez-lui le micro. Je veux juste bien comprendre votre question. Ce que vous demandez, c'est est-ce que d'intégrer... Je vais vous demander de répéter juste pour être sûr que je comprends bien. En fait, je voulais savoir si le fait de vous pairer ou de développer une coopérative de travailleurs au sein même de vos institutions d'enseignement serait une façon intéressante, selon vous ou pas, de permettre à ces gens-là qui ont des compétences de les déployer selon leurs propres intérêts plutôt qu'ils aient à se conformer au milieu du travail. OK. Bien, moi, c'est certain que je vais peut-être Dora une réponse pour la citer, mais moi, je vais te dire oui, absolument, parce que intrinsèquement à ce que l'on enseigne à la factory, on mélange des gens de plein de disciplines. Nous, on enseigne des compétences transversales, on n'enseigne pas des métiers spécifiques. Et comme je le disais tout à l'heure, dans tous les métiers, on a besoin de se transformer. On peut plus, les gens, faut transformer la façon de faire de la construction, de l'agriculture, de la santé. Alors, moi, je dis oui là, rapidement à ce que tu proposes parce que pour développer les compétences clés, nos capacités à résoudre des problèmes complexes ensemble, de mettre en commun ou d'accueillir des gens qui viennent de marché du travail et qui viennent de l'environnement que tu décris, pour moi, c'est une belle façon de le faire. On pourra en jaser plus en détail tout à l'heure aussi. Je ferai du pouce. Oui, vas-y. Moi, je pense que les solutions passent par des partenariats stratégiques. On n'a pas le choix. Il faut penser holistique. Il faut avoir le plus de ressources possible dans une intervention, le plus d'expertise possible. Mais avant d'aller trop vite vers les modèles, il faut bien définir la demande. C'est-à-dire, OK, ta coopérative, avec tes travailleurs, c'est quoi leurs besoins, c'est quoi leurs aspirations, c'est quoi leurs barrières au développement des compétences, est-ce qu'ils sont minoritaires en milieu majoritaire, etc., etc. Et c'est quoi les employeurs, c'est quoi qu'ils recherchent en termes de compétences. Il y a comme des analyses. Le partenariat stratégique, ce n'est pas juste pour livrer, c'est pour aussi faire les analyses de demande et après ça, construire moi, j'appelle ça des montages andragogiques, c'est dans mon langage à moi. Monter un système d'apprentissage qui a de l'allure en fonction de la demande et de l'offre, parce que l'offre a des ressources limitées aussi. Et c'est là qu'il faut travailler en partenariat, je pense. Excellente question, merci. On va prendre une question maintenant, Debra, si je comprends bien, qui vient des gens qui nous suivent sur le web. Alors, Debra va être la porte-parole de la personne qui nous écrit.
Oui, au fait, il y a quelques personnes qui ont intervenu. Ce qu'il faut savoir, c'est que le public web est réparti un petit peu partout à travers le monde grâce au réseau des partenaires de l'événement, dont le Centre de francophonie des Amériques. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il semble y avoir plusieurs questions de francophones ou francophiles qui, évidemment, ne sont pas ici, encore au Canada. Et une des questions qui, pour moi, résume un peu, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour que le français soit plus facile à apprendre pour les étrangers non francophones? Donc là, on parle de compétences de littératie, de communication, mais ce que je lis dans la question par rapport à notre discussion, ce que je trouve intéressant, c'est on parlait de compétences adaptées à la minorité. Mais là, on parle peut-être de minorité dans les minorités ou comment on arrive dans une minorité et qu'est-ce que ça veut dire pour l'apprentissage des compétences ou le développement des compétences. Moi, ma réponse, elle ne sera pas scientifique, hein, mais pour apprendre et avoir le goût d'apprendre, il y a des leviers comme le plaisir, l'encouragement. Si c'est valorisé, que c'est agréable et que c'est à portée de main, c'est un gage de succès. En fait, c'est un ingrédient de succès. Alors, moi, la raison pour laquelle on se lève tous les matins de notre côté, c'est pour rendre des pertinentes, ludiques, agréables et mobilisantes. C'est une façon d'enseigner, dans notre cas, qui est très, très différent que ce que peut-être on a appris traditionnellement à l'école et tout ça. C'est vraiment dans l'action, c'est vraiment... Puis j'insiste sur le ludique. Hein. Le ludique, c'est un outil extrêmement puissant. Il y a une légèreté qui vient avec le ludique. Il y a cette capacité-là d'essai-erreur qui vient avec le ludique. Alors nous, c'est ce qu'on essaie, dans notre petit terrain de jeu, c'est ce qu'on essaie de mettre en place pour faciliter les choses. Mais si on avait la recette magique, mon Dieu, on ferait un gros bol de soupe pour tout le monde. Merci. Oui, Daniel? Moi, j'ai quasiment envie de dire, en cabotinant, mais j'irai sérieusement après, marier un francophone ou une francophone, c'est la manière la plus facile. Mais je ferme la parenthèse. Mais je pense, tu sais, une compétence, c'est neutre. Hein? Savoir nager dans son bain, ça ne veut pas dire grand-chose, puis savoir nager dans l'océan, ça a une certaine valeur. Et je pense qu'au-delà de la compétence, une langue, c'est une culture. Il y a un projet culturel. Et les francophones en Amérique du Nord, c'est plus qu'une compétence, c'est une mission. Et sous l'angle de l'UNESCO, pour toutes les langues minoritaires ou les langues qui meurent, il y en a qui meurent à tous les jours, là, des langues, là, c'est plus que savoir communiquer dans une langue. Il y a ça, mais il y a quelque chose de plus. Et ce projet-là, c'est le projet de la francophonie dans les Amériques, et peut-être mondial même, là, sous un certain angle. Et c'est ce goût-là. Prendre ce goût que c'est plus qu'apprendre une langue, c'est contribuer à quelque chose que si on le perd pour toute l'humanité, incluant les non-francophones. Oui, Dora, puis ensuite Daniel, je pense. Oui, Dora. Ici, on parle de francophiles et il faut souligner qu'en situation minoritaire, nous en avons plusieurs à travers le Canada et de plus en plus de personnes qui veulent apprendre le français pour être des alliés de cette francophonie. Donc, pour inciter les gens à apprendre et les encourager, il faut avant tout avoir une communauté accueillante. Okay? C'est important qu'on soit accueillant, ouvert aux autres pour qu'ils deviennent des alliés. Et si on regarde aussi, ce n'est pas apprendre le français seulement pour être allié ou pour l'amour du français, il faut voir les raisons derrière cela, parce qu'on pose les questions aux personnes, pourquoi vous voulez apprendre le français? Primo pour l'emploi, parce que ça crée des opportunités intéressantes en situation minoritaire. Deuxièmement, pour accompagner les enfants qui apprennent le français. Donc ça, c'est important et on est réjouis de cela parce que de plus en plus d'anglophones mettent leurs enfants dans des écoles francophones. Et tout cela, ça doit être, lorsqu'on enseigne la langue, et à la Cité, on en a plusieurs cours de langue de français, il faut comprendre le besoin de l'apprenant. Tout à l'heure, vous l'aviez dit, c'est l'offre et la demande. Comprendre les raisons pourquoi. Okay? Parce que ça ne viendra pas à l'esprit de quelqu'un d'être francophile pour être un allié de la francophonie. Okay? Il faut alimenter cela en étant accueillant, en expliquant et ne pas s'attarder surtout à la grammaire parce qu'on s'entend que ça est très difficile. Okay? Donc, comment attirer cela? Donc, comprendre les besoins et y répondre adéquatement.
On a le temps. Donald? Ah, il y a quelqu'un qui a une question ici. Oui, Je allez-y. voulais juste m'assurer Oui. que tout le monde avait répondu. Oui. Je ne voulais pas interrompre personne. Donc, bonjour, je suis Claudine Drolet, je suis coordonnatrice des pôles culturels au DigiHub Shawinigan. On est un incubateur accélérateur d'entreprises avec un pôle d'expertise spécialisé patrimoine, muséologie numérique, culture et tourisme. Et on fait beaucoup de projets avec la francophonie canadienne et internationale. Et j'avais envie de rebondir sur quelque chose dont vous parliez tout à l'heure concernant les entreprises et les occasions d'utiliser le français. On a un partenariat présentement avec la Louisiane qui n'a pas du tout la même situation en milieu minoritaire qu'au Canada, là, vraiment pas. Mais ce que je trouvais intéressant, c'est que leur défi, c'est que oui, on apprend le français à l'école encore en Louisiane, avec certains autres défis, mais c'est l'application du français dans le quotidien, dans le travail, qui est difficile parce que ces occasions-là ne sont pas présentes ou peu présentes et se perdent de plus en plus. Donc, je voulais peut-être actionner le levier sur l'importance de maintenir ça et d'agrandir encore ce terrain de jeu au Canada avec toutes sortes de leviers, toutes sortes d'occasions d'utiliser le français dans des milieux de travail partout à l'échelle du pays. Oui, quelqu'un veut réagir au propos de madame? Moi, j'ai le goût de rebondir Oui. là-dessus. En fait, il y a plein de choses qui bouillonnent dans ma tête. Merci pour cette question-là. Tu sais, moi, je suis une ancienne avocate. Quand j'ai commencé à travailler en droit, c'était très masculin. Et c'est beaucoup mieux maintenant. Pourquoi? Parce qu'on l'a fait, on a pris des places, on a montré qu'on avait notre place. Je trouve que c'est la même chose en ce moment pour la francophonie dans le milieu du travail. Faut prendre la place, il faut encourager, tout ça. Mais la bonne nouvelle, et là, c'est mon petit secret, la bonne nouvelle, c'est qu'en ce moment, les entreprises ont tous un intérêt envers leur politique d'intégration, de diversité. Quelle magnifique occasion pour prendre la place, de positionner les francophones en milieu d'emploi comme étant une richesse, quelque chose qui doit être mis de l'avant, qui doit être promu. Fait que moi, je trouve qu'on a une méchante belle occasion. C'est sûr qu'il faut ensemble faire le boulot, puis je pense que c'est pour ça que l'occasion existe aujourd'hui et dans les prochains jours. Mais moi, je vous dis, mon petit secret, c'est que quand je cogne aux portes des entreprises, je prends la porte diversité et inclusion, francophonie minoritaire, on est là, puis on a tout ce qu'il faut pour prendre la place. Daniel? Je trouve aussi, en ajoutant, ce qui est aidant maintenant, c'est qu'est-ce qu'une entreprise? Là? Il y a l'entreprise physique, puis là, il y a ses problématiques, puis ses opportunités, mais il y a l'entreprise numérique. Et les francophones, c'est un marché mondial. Et là, c'est comme un autre univers qui est plein d'opportunités, où tout parlant français, première, deuxième, troisième, quatrième langue, est un client potentiel à servir. Et là, c'est sans faire une publicité pour la table ronde de tout à l'heure, mais cet univers-là change un peu la dynamique, change beaucoup. Et c'est sûr qu'une entreprise en présentiel a son marché local. Si elle est internationale, elle a aussi la planète. Mais il y a deux univers, deux entreprises maintenant, physiques, en ligne, et peut-être trois, les hybrides, là, mais ça, c'est un... Oui. Donald veut ajouter quelque chose? Bien, aussi, la francophonie canadienne, elle est très, très, très diversifiée. Hein? Puis le statut minoritaire change d'une ville à l'autre. Hein? Il y a des villes très, très minoritaires, moins minoritaires. Le milieu de travail, ça va être la même chose. Ça va refléter un peu la communauté. Fait que moi, je reviens toujours à la même question. Créons des partenariats stratégiques avec les employeurs qui font aussi partie. Clarifions la demande. Après ça, essayons de bâtir une offre qui va répondre aux besoins à la fois des chercheurs d'emploi ou des travailleurs, et à la fois les employeurs, et à la fois les organismes qui développent les compétences. Et ça demande... C'est une autre façon de travailler. Je pense qu'on est dans le monde de l'holistique, mais en même temps très stratégique. Mais ce n'est pas évident, mais il n'y a pas d'autre... On n'a pas le choix. On peut pas... Le Conference Board n'obligera pas les entreprises à être bilingues demain matin. Donc, il faut travailler autrement. Il faut être stratégique. Et c'est par les partenariats stratégiques. Puis là, on peut leur parler de développer des compétences pour eux, mais à travers des francophones, parce qu'on a quelque chose à leur offrir. Ça ne sera pas pareil au Manitoba que ça va se faire à la Caraquette, là, hein? C'est clair. On a le temps le temps file, on a le temps d'une dernière question ici. Bonjour. Michel Robitaille, président du conseil d'administration du Centre de la francophonie des Amériques. D'abord, merci d'avoir su si bien définir la notion
de compétences au début, je pense que c'était essentiel. Ma question s'adresse à Marie de la factory, parce qu'on a parlé des différents niveaux de compétences et il y a 7 ans, vous avez créé la factory pour répondre à un besoin. Vous avez dit, on n'avait pas le temps d'attendre à ce que ça se fasse formellement, donc vous l'avez fait, mais vous avez aussi parlé après 7 ans d'une passerelle avec le milieu plus formel, universitaire. Alors, pouvez-vous nous dire quelques mots? Parce que je pense que là, on s'en va dans une nouvelle direction. Oui, merci de poser cette question-là. Je suis très, très heureuse d'y répondre. Je vais vous donner un exemple très concret, très près de nous. Le scientifique en chef au Québec a sorti il y a quelques années l'Université du futur. Un livre blanc sur l'Université du futur, qui dit exactement ce qu'on a dit tout à l'heure. Besoin de la solution, elle est multiple. On a besoin de faire des passerelles. On a besoin d'être plusieurs à collaborer à la solution. Il y a 7 ans, quand on cognait aux portes des universités, c'était très difficile de trouver preneurs parce que les universités étaient, à l'époque, avaient une vision beaucoup plus par département. Je trouve que maintenant, ce qui a beaucoup évolué, c'est comme maintenant, on leur demande de développer des compétences transversales, il y a un regard beaucoup plus transversal sur la chose. Alors maintenant, dans les dernières années, on a fait, par exemple, un partenariat avec l'ETS, l'École de technologie supérieure, et ils ont dit, bien, nous, on forme des ingénieurs. Vous êtes bons dans les compétences transversales, il faut jumeler les deux. Vous êtes mieux que nous à faire les compétences transversales, on tend la main. Et là, dans la dernière année, on a fait des tests. On a pris des groupes d'ingénieurs de l'ETS et qu'on a fait travailler sur un projet concret. Il y avait des groupes qui travaillaient en formation avec la factory. Il y a des groupes témoins qui fonctionnaient hors factory. Et on a mesuré l'impact. Et l'étude va sortir au mois d'août. Là, je suis en train de scooper. Ben oui. Je suis en train de scooper un peu, mais la semaine dernière, quand on a fait le post-mortem, là, je suis en train de scooper. C'est pas fine, mais c'est pas grave. Je me suis trop avancée. Il y a 2 choses qui se sont passées. Un, ceux qui sont passés par la factory, donc ceux qui ont fait des soft skills par-dessus les hard skills, avaient à peu près en moyenne 7 points de plus dans leurs résultats scolaires. OK? La deuxième chose, c'est qu'ils ont réalisé, puis on dit on n'a jamais vu passer ça. Dans le programme à qui on s'adressait, il y avait 10 filles, et bien il y en a 9 qui se sont inscrites dans nos cours. Alors, eux qui essaient d'attirer les femmes, ont dit il y a peut-être quelque chose là, une vision plus 360 de l'ingénieur, un ingénieur qui est beaucoup plus dans le pourquoi on le fait, pas juste dans le comment on le fait. Alors, moi, je peux vous dire qu'il y a un intérêt, un appétit. Il y a aussi un focus là-dessus. Puis nous, les petits exemples, puis bon, là, je ne vais pas prendre tout le temps, mais exemple aussi avec la cité, j'y crois énormément. Je pense qu'on est prêt à ça, puis ça donne des résultats. Ah, bravo! Ça finit sur une note positive. On va devoir s'arrêter là parce que c'est tout le temps dont on disposait, mais je veux d'abord, première des choses, vous remercier pour la qualité de vos questions parce qu'elles nous ont permis vraiment d'aller encore plus loin, à développer encore davantage de sujets. Merci aux gens aussi qui ont posé des questions sur le web. Et un grand, grand merci pour la qualité de présence et de réponse de nos panélistes que je vous invite à applaudir. Daniel Barry, Dora Gdoura, Marie Amiotte et Donald Lurette. Vous restez avec moi quelques secondes, juste le temps que je vous dise que nous allons faire une courte pause et ensuite un deuxième panel va suivre où nous allons trouver Daniel. Et à Daniel va se joindre aussi une autre personne que je vous présenterai tout à l'heure. Et la thématique, et justement Daniel l'a évoqué il y a quelques instants, on va parler des technologies numériques d'information et de communication et comment elles pourraient mieux servir le développement des compétences en situation minoritaire francophone. Une pause de 15 minutes et on reprend. À tout à l'heure.